donne une matrice quelconque, pas obligatoirement carrée, je suppose que la P' est Q colonne, qu'appelle-t-on rond de A? On appelle rond de A le nombre, c'est un entier. C'est pas comme le déterminant. Le déterminant, c'est un nombre réel. Ça peut être racine de 2, comme ça peut être un demi, comme ça peut être moins 5. Le rang d'une matrice, c'est autre chose. C'est un entier naturel. Alors, qu'appelle-t-on rond de A? Et on note rond de A, l'ordre de la matrice extraite de A ayant un ordre maximal et un déterminant non nul. C'est un peu compliqué, mais c'est simple à comprendre. On s'en donne une matrice qui n'est pas carrée. D'accord? Par exemple, le meilleur moyen pour comprendre la chose, c'est un exemple. Alors, je prends la matrice, par exemple, la matrice A formée de cette façon. C'est 1, 2, 3 et 4, 5, et par exemple 10, et par exemple 15, et par exemple moins 1. OK? Je m'intéresse au rang de cette matrice-là. Comme j'avais dit, le rang, c'est quoi? C'est un entier naturel. C'est l'ordre d'une certaine matrice. Alors, la matrice que vous voyez là, est-ce qu'elle est carrée? Non, il est clair qu'elle n'est pas carrée. Peut-on extraire de cette matrice-là une matrice carrée d'ordre 3? Non. Parce que sa capacité ne peut pas supporter ça. Une matrice, quand je vous dis, est-ce qu'on peut extraire cette matrice-là, une matrice d'ordre 3, ça veut dire, est-ce que je peux trouver dedans un bloc qui a 3 lignes, 3 colonnes? C'est impossible, parce que elle, la grande matrice A, il n'a que 2 lignes. Donc le top de matrices qu'on peut extraire, ce sont les matrices carrées d'ordre 2. Ok. Alors donc, on commence par l'ordre maximal, par les matrices d'ordre 2. Je commence par cette matrice-là. Quel est le déterminant de cette matrice-là? C'est 10 moins 10 est égal à 0. Est-ce que je vais dire que le rond n'est pas égal à 2? Non, je ne vais pas désespérer. Pour quelle raison? Parce qu'il y a d'autres blocs d'ordre 2. Je passe à celle-là. Quel est le déterminant de celle-là? 2 fois 15, c'est 30, moins 30, ça fait combien? 0. Donc c'est aussi, mais ce n'est pas suffisant pour que je désespère. Je prends le bloc constitué par 1, 5 et 3, 15. 1, 5 et 3, 15. On a le droit de sauter une colonne. Quel est le déterminant du bloc constitué par cette colonne et celle-là? Ça donne combien? 15, c'est égal à 0. Donc ça ne marche pas jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais prendre ce bloc par exemple. Ah, si je prends le bloc 3, 15, 4 et moins 1, ça fait combien? Moins 3 et moins, c'est différent. Donc tiens, je suis arrivé à trouver une matrice qui est maximale. Je ne peux pas trouver une matrice qui a une taille plus grande. Et quoi d'autre? Elles sont déterminants différents. J'arrête alors et je déclare que l'ordre de ma matrice-là, elle est égale à 2. Pourquoi 2? Parce que l'ordre de ce bloc-là, l'ordre de cette sous-matrice-là, elle est égale à 2. Donc, qu'est-ce que... Bien sûr, dans ma réponse, je déclare la chose suivante. Le rang de la matrice A est égal à 2. Pour quelle raison? Parce que le déterminant de la matrice extraite 3, 4 et 15 moins 1 est égal à... Peu importe sa valeur, mais ce qui est sûr, c'est que c'est différent. Bien. Alors là, c'est un premier exemple. Deuxième exemple. Je prends par exemple la matrice si A, c'est la matrice constituée par 1, 2 et 3, moins 1, 1 et par exemple 0, et par exemple alpha et 1 et A. Je prends cette matrice-là. Vous allez me dire, monsieur, c'est une matrice carrée. Mais personne ne m'empêche de prendre P égale à Q. Ah, je me demande quel est le rang de cette matrice-là. Vous allez me dire, monsieur, c'est quoi alpha? C'est un paramètre. Donc il est clair qu'il y aura une discussion à faire selon alpha. Alors, la première des choses,
Quelles sont les matrices de la plus grande taille que je peux trouver là-dedans? L'ordre 3. Il y a une matrice d'ordre 3 qui est là-dedans, laquelle A elle-même. Donc si j'ai à tester, je dois commencer par la matrice elle-même. Alors on a le premier test, je le commence par cette matrice-là. Moins 1, 1 et 0, alpha et A et 1. Alors, cette matrice-là, je vois que pour développer ce déterminant-là, j'ai le choix entre cette colonne-là, parce que ça contient un 0, et cette ligne-là, parce que ça contient un 0. Je trouve que c'est insuffisant, donc il vaudrait mieux fabriquer d'autres zéros. Comment je vais faire? Par exemple, j'appelle cette ligne-là L1 et L2 et L3. Ce déterminant-là, vu les propriétés riches du déterminant, c'est le déterminant obtenu en gardant la ligne 1, celle-là je la garde. À celle-là, j'ajoute celle-là, L2 plus L1, et la troisième ligne, je la garde intacte. Qu'est-ce que ça va m'apporter? La première ligne, je ne la touche pas, c'est 1 moins 1 et alpha. À la deuxième ligne, j'ajoute la première ligne. 2 plus 1, ça fait 3. 1 moins 1, ça fait 0. 1 plus alpha, ça fait 1 plus alpha. Et bien sûr, celle-là, je la garde intacte. Voilà ce que je viens de gagner. Je viens de gagner une colonne pleine de zéros. Il y a 2 zéros. Qu'est-ce que je fais alors? Je développe mon déterminant selon cette deuxième colonne. Alors, en développant mon déterminant suivant cette deuxième colonne, qu'est-ce que ça va me donner? Les signes de convention. Là, c'est un plus, là, c'est un moins. Le moins avec le moins, ça va donner plus 1. J'enlève et j'enlève. Que reste-t-il? Si j'enlève cette ligne-là et cette colonne-là, ce qui reste, c'est 3, 1 plus alpha et 1. N'est-ce pas? Alors, pour exploiter au maximum les propriétés du déterminant, je remarque que là, il y a 3 et 1, 3. Je les fais sortir. Donc, 3, que reste-t-il? 1 et 1, 1 plus alpha et 1. Ça me donne alors 1 moins 1, ça fait combien? Ça fait 1, moins ceci, moins 1, moins alpha. Donc, ça laisse combien, finalement? Moins 3 alpha. Et voilà le déterminant que je viens de calculer. Alors, question. Est-ce que ce déterminant-là est nul? Très bien, ça dépend de alpha. Alors, donc, si alpha est différent de 0, alors dans ce cas-là, je peux dire que j'ai trouvé un bloc qui est maximal, qui est à l'intérieur de A et qui a un déterminant différent de 0. Ce bloc, il est de quel ordre? Donc, ceci implique égal à 3. Si alpha est égal à 0, que se passe-t-il dans ce cas-là? Si alpha est égal à 0, la matrice A va prendre quelle forme? Elle va prendre la forme 1, 2 et 3, moins 1, 1 et 0, et quoi d'autre? Et 0 et 1 et 1, et le déterminant de A, il est comment? Il est égal à 0. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter sur les blocs d'ordre 3. Parce que dedans, il n'y a qu'un seul bloc d'ordre 3, c'est la matrice elle-même. Et malheureusement, il a un déterminant nul. Qu'est-ce que je fais alors? Je désespère et je descends vers les blocs d'ordre 2. Alors pour les blocs d'ordre 2, je prends le premier bloc qui me tombe sous la main. Par exemple, si je prends ce bloc-là, quel est son déterminant? C'est 1, moins 2, ça fait 3, ça fait différent de 0. Donc dans ce cas-là, le rond de la matrice A est égal à 2. Pour quelle raison? Parce que j'ai trouvé un bloc, je la vois, 1, moins 1, 2, 1, et qui est comment? Différent de... Et ça s'arrête. Donc nous avons vu comment calculer le rond. Alors, propriété, je ne peux pas passer sans citer, c'est des propriétés universelles. Propriété. Alors, première propriété. Première propriété, c'est que si A est la matrice définie de cette façon, là, la colonne C1, là, la colonne C2, et là, la colonne CP. Donc c'est une matrice qui a combien de colonnes? P colonnes. Est-ce que je peux dire qu'elle est carrée? Aucune idée. Hein, j'ai juste donné le nombre de colonnes. Je n'ai pas donné le nombre de lignes. Alors, le rang de la matrice A, c'est lequel?
Regardez bien. C'est la dimension de quel espace? De l'espace vect. De quoi? Du vecteur C1, C2 jusqu'à C. C'est-à-dire quoi? Vous prenez le sous-espace vectoriel engendré par ce vecteur-là, parce qu'une colonne, c'est quoi finalement? C'est un vecteur. Ce vecteur-là, vous prenez l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs-là, ça vous donne exactement le nom. Et quoi d'autre? Et si la même matrice A, vous l'écrivez sous la forme suivante, vous l'écrivez sous la forme L1, ligne 1, ligne 2, et ligne Q. Je suppose que ma matrice elle est constituée de combien de Q lignes? Alors, le rond de la matrice A, elle est aussi égale à quoi? Elle est égale à vect de quoi? D'espace L1 engendré par L1, L2 jusqu'à Ln. Il est égal à la dimension, pardon. D'accord? Ouais. Donc, la ligne L1, ça a des composantes. Donc, je peux voir ça comme étant un vecteur. Et ça, c'est un vecteur. Et ça, c'est un vecteur. Ça me fait en général Q-vecteur. Alors, je prends le sous-espace vectoriel engendré par ces Q-vecteurs. C'est un sous-espace. Je calcule sa dimension. Sa dimension, c'est exactement le rang de A. D'accord? C'est bon? Oui, c'est bon. Bien. Alors, tout ça, c'est des propriétés du rang. Deuxième propriété. Alors, si F appartient à L, si E et F sont des espaces vectoriels sur A de dimension respective M et N. Je prends deux espaces vectoriels sur le même corps qui ont la dimension M et N. Et si B1 de la famille E1 et M une base de E et B2 de la famille constituée par G1, Gn une base de F. Donc récapitulons, je prends deux espaces vectoriels qui ont deux dimensions qui ne sont pas forcément les mêmes. Le premier est de dimension n. Donc forcément, dedans, il y a une base qui contient un vecteur. Le second, elle est de dimension m. Donc dedans, il y a une base ayant un vecteur. Et si f est une application linéaire de E dans f, d'accord? Et si E, c'est quoi? J'appelle M ou A. Et si A, c'est la matrice associée à F dans la base B1, B2. Alors, le rang de l'application linéaire F. Vous vous rappelez de ce que c'est que le rang d'une application linéaire F? Je rappelle que le rang d'une application linéaire F, c'est la dimension de l'image de F. C'est égal à quoi? C'est égal au rang de quoi? De la matrice A. D'accord.
Donc là, vous avez un autre moyen qui vous permet de calculer la dimension de l'image d'une application linéaire. C'est lequel? Trouver sa matrice associée et calculer le rang de cette matrice. Il y a quelqu'un qui va me dire, monsieur, est-ce que ceci dépend des bases choisies? Parce que quand vous prenez un espace de dimension n, bon, dans un espace, il y a une infinité de bases. D'accord? La force de la chose, c'est que prenez n'importe quelle de base. D'accord? Le résultat que vous voyez là est vrai. Ça n'a pas de relation avec les bases. Vous prenez n'importe quelle de base de f, vous prenez la matrice associée, bien sûr, ce qui va changer, c'est la matrice associée à f. Comme on le sait, la matrice associée à une application f, elle diffère d'une base à l'autre. Et nous avons vu la relation. La relation, elle passe par ce qu'on appelle les matrices de passage. Bref, la matrice, oui, d'accord, elle change. Mais là, le résultat qui est là, il reste intact. Le rang de cette matrice-là, quelle que soit ta matrice, hein, le rang, il est égal à la dimension de l'image de f. D'accord? Bien. Alors, toujours dans le cadre des propriétés, propriété 1, propriété 2, propriété 3. Alors, si E est un espace vectoriel K de dimension n, et la famille B constituée par E1, E2 jusqu'à En, une base de E. Et quoi d'autre? Et si L est une famille constituée par V1, V2 jusqu'à V par exemple, et une famille de vecteurs de E. Alors, vous voyez, j'ai pris un espace vectoriel de dimension n. Donc ça a une base qui contient n vecteurs. Ceci de côté. J'ai pris une famille qui contient p vecteurs. Le p ici et le n, je n'ai donné aucun lien. Alors mon problème, c'est de savoir si cette famille-là est une famille libre ou non. Alors, première chose, si p est supérieur strictement à n, est-ce qu'elle a des chances d'être une famille libre? Vous vous rappelez, dans notre cours, on avait parlé, quand on avait parlé des espaces vectoriels, on avait dit que dans un espace vectoriel de dimension n, toutes les familles libres ont un cardinal inférieur ou égal à n. Et toutes les familles génératrices ont un cardinal supérieur ou égal à n. Et toutes les bases ont un cardinal égal à n. Alors, si vous me dites que P est supérieur à n, ça veut dire quoi? Que le cardinal de cette famille dépasse la dimension. Donc, ça veut dire qu'il est condamné. Il n'est pas libre et il n'est pas une base. Il a des chances d'être une famille génératrice. Moi, je parle ici de l'indépendance linéaire. Donc, si P, alors, une chose est sûre, elle n'est pas libre. C'est bon. Maintenant, si P est inférieur ou égal à n, égal ou plus petite que n, est-ce que la famille L a des chances d'être une famille libre? Oui, il a des chances. Les chances pour que cette famille-là soit libre, c'est lesquelles? Alors, dans ce cas-là, la famille L est libre quand est-ce que? Si, continue ici, alors, vous avez ainsi le rang de quelle matrice? De la matrice constituée par les composants du vecteur V1. Ça, c'est le vecteur V1. Ça, c'est le vecteur V. Ça, c'est le vecteur V. Donc, si le rang de cette matrice-là, il est exactement égal à quoi? Si le rang de cette matrice, il est exactement égal à P.
égale le nombre de vecteurs. Il faut que le rang de cette matrice-là coïncide avec le nombre de vecteurs. D'accord? Donc, elle est libre si et seulement si. Le rang est égal à ça. Donc, avec ceci, on achève le cours concernant le module algèbre 3. Donc, comme vous le remarquez, il y a trop de résultats condensés, mais j'ai fait de mon mieux pour expliquer au maximum. Alors, je le dis toujours, à l'étudiant de faire le reste, à l'étudiant de prendre un crayon, un stylo, et essayer de travailler chacune des propriétés. Et c'est des choses qu'on trouve dans tous les livres d'algèbre. Maintenant, avec Internet, les choses deviennent plus faciles. Avec la bibliothèque de la fac, ça devient plus facile. Et c'est toujours à l'étudiant de faire la bonne partie du travail. Ok? Donc, je vous souhaite bonne chance et bon courage pour studier.